Sécurité. Là, c'est un petit bout de plate. C'est juste des questions. Donc, c'est des questions. C'est tiré d'un livre de Sue Ritter qui parle des questionnaires en ligne. Ce serait, si vous voulez, un livre au niveau des questionnaires en ligne. Je vous donnerai la référence tout à l'heure. C'est pas dans le comment le faire, mais c'est tout le à côté, tous les éléments, sécurité, éthique, les choix méthodologiques. C'est un excellent volume. Tous les éléments sont là. Et justement, nous parlait justement des questions à poser pour s'assurer de la sécurité. Donc, dans le fond, de vérifier avec l'établissement qui l'héberge, ce logiciel-là, la date de la dernière version de la politique de sécurité. Ça date de 10 ans. Possible qu'elle soit plus à date. Hein? Donc, c'est bien important de vérifier la date. C'est quoi le processus par lequel les tiers ont accès aux données stockées? Qui peut avoir accès à ça? Là? Donc, est-ce que c'est partagé, donné? Tous ces éléments de questions-là, avec flux de survie, je suis capable d'avoir un élément de réponse. Parce qu'au niveau de leur politique de sécurité, ils tiennent compte de tous ces éléments. C'est quoi le contrôle de sécurité en place? Comment vous assurez du contrôle de la qualité? Qui peut avoir accès à mes données, autres les tiers? Comment je préviens les accès non autorisés? Alors, les hackers, par exemple, voudraient rentrer dans la banque de données. Quelles sont les protections contre les sinistres? Ça paraît drôle à dire, mais il y a un feu, il y a de l'eau, il y a une inondation, un serveur et qu'est-ce qui arrive avec un an de données qui sont dans l'ordinateur? Est-ce qu'ils sont perdus à jamais? Ou il y a eu des backups? Ou il y a eu des éléments? Donc, c'est important de regarder ça. Qui fait la maintenance? D'où est traitées vos données? Donc, quand je parle de maintenance, est-ce que c'est fait à l'interne ou est-ce que c'est donné à contrôle à l'externe? Donc, c'est très intéressant. Comment prévient-on l'installation de logiciels malicieux, donc à l'intérieur, qui pourraient obtenir des informations sur moi, par exemple? Comment sont protégées nos données des virus? Comment les sauvegardes sont faites et où est-ce qu'elles sont faites? Quelle est la procédure lors d'une brèche dans la sécurité? Donc, il arrive le système d'alarme sonne. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le protocole pour le cryptage et le transit des données? Puis quel est le protocole pour l'entreposage des données aussi? Donc, à partir de là, vous êtes en mesure au moins de vous faire une idée qu'on ne choisit pas un questionnaire en ligne à la légère. On va choisir selon des critères, donc selon ce que je veux faire. Naturellement, là, on va parler dans les règles quand je développe un questionnaire en ligne, puis dans l'envoi aussi. Donc, d'autres éléments à ce niveau-là. Donc, tout ça, c'est tiré naturellement de la littérature, de des éléments importants. Et je vous dirais, c'est quand même assez nouveau. Donc, les comités d'éthique actuellement sont en train de se pencher sur la question, puis d'avoir un peu plus de personnes spécialisées dans les questionnaires en ligne, parce que c'est particulier, c'est une méthodologie particulière. Il y a des éléments au niveau informatique qu'on doit tenir compte, qu'on n'avait pas à tenir compte avant. Donc, c'est important d'en tenir compte dans un comité d'éthique. Donc, souvent, on va vous arriver avec des formulations un petit peu différentes dans le formulaire de consentement qui va tenir compte selon ce que vous utilisez comme logiciel. Donc, au niveau de l'aspect éthique, c'est certain que ça vous abstient. Vous avez, dans le fond, l'écran de bienvenue. L'écran de bienvenue, on va vous dire, c'est simplement d'inviter les gens dans le fond, c'est comme une lettre d'intro qui décrit, dans le fond, un petit peu votre questionnaire. Donc, ils vont utiliser cet écran de bienvenue-là comme consentement, mais il pourrait y avoir une page de consentement après l'écran de bienvenue. Donc, c'est un choix, ça, que vous devez faire. Mais vos éléments de consentement doivent se ramasser, doivent être intégrés. Et ça, j'ai vu des questionnaires, par exemple, où ce que les gens disaient, en cliquant OK, vous acceptez de répondre au questionnaire. Donc, vous acceptez de continuer. Il y a des gens qui vont le prendre comme ça, mais vous pouvez avoir vraiment le questionnaire traditionnel avec le oui et le non. Donc, oui, j'accepte et non, je refuse. On va parler d'accessibilité. Donc, quand vous allez déterminer, vous allez penser à votre questionnaire en ligne, vous allez dire, est-ce que je veux mettre un contrôle sur qui va avoir accès au questionnaire?
Donc, est-ce que je vais mettre un contrôle d'accès ou non avec un mot de passe? On l'a dit tout à l'heure. Il faut que je pense aussi à l'accessibilité des types d'appareils. Donc, moi, je fais un questionnaire en ligne. Donc, il y en a qui vont vous dire, dans certains volumes, vous assurer, dans le fond, que le développement soit HTML pour qu'il tienne compte d'une lecture plus grande dans ces éléments-là. De plus en plus, ce qu'on va voir quand ils vont faire des mises à jour des logiciels, vous allez voir des options qui vont vous permettre d'aller cocher iPad, téléphone intelligent pour justement augmenter cette accessibilité-là à d'autres multimédias. Limiter ou non le nombre de réponses par personne. Donc, habituellement, quand je reçois un questionnaire, qui c'est qui va répondre 2 fois? On va répondre une fois, puis c'est bien assez, hein? On ne répondra pas 2 fois au questionnaire. Par contre, je pourrais être tenté à vouloir la limiter, surtout si je fais gagner un voyage à Cuba. Si vous répondez au questionnaire, vous allez vouloir augmenter vos chances de gagner. Donc, vous allez répondre plusieurs fois pour avoir votre nom plusieurs fois dans la boîte. Donc, c'est juste une petite blague, dans le fond, pour vous dire que vous devez considérer, surtout si vous mettez un incitatif pour répondre au questionnaire, ça serait peut-être intéressant de mettre une limite au niveau du taux de réponse comme tel. Et naturellement, on va parler de l'invitation à participer. L'invitation à participer, c'est quand je vais envoyer le courriel d'invitation. Quand je vais inviter les gens à répondre, il faut utiliser des entêtes claires, des entêtes personnalisées. On va vous dire mettre le logo de l'établissement, bien important d'identifier. Tantôt, il y avait une question pour le premier conférencier en termes de dire, moi, quand je réponds à un questionnaire comme ça qui vient d'Internet, la qualité, est-ce que je peux m'y fier? Est-ce que je peux me fier à de quelle façon mes réponses vont être faites? Je vous dis la même chose qu'un questionnaire papier. Si vous recevez un questionnaire papier qui n'est pas identifié, qui ne sait pas à qui appartient, vous ne serez peut-être pas tenté d'y répondre parce que vous ne savez pas où est-ce que ça s'en va. Alors que si c'est clairement identifié, vous avez le logo d'établissement, vous savez pourquoi, il y a des règles au niveau éthique qui sont bien établies. Vous êtes protégé en quelque sens, vous avez un recours. Parce qu'au niveau éthique, dans le consentement, il y a toujours un lieu où est-ce que vous pouvez formuler votre plainte. Donc, le but du questionnaire, le temps pour le compléter, c'est important aussi de le mettre, parce qu'on perd tous nos repères sur un questionnaire en ligne. On va parler de confidentialité, de quelle façon qui va être mis. Il y en a, tantôt je vous ai parlé des règles anti-spam, un peu des pourriels, de façon que c'était entraîné. Donc, il y a des règles, on dit, qui sont anti-spam. Donc, quand vous faites une invitation dans le sujet, mettez moins de 50 caractères. Si vous mettez un titre qui a 100-150 caractères, les serveurs ont tendance à dire « Oups, peut-être qu'il y a un problème ici ». Donc, souvent, des entêtes très courtes, moins de 50 caractères. Et attention à tous les caractères qui ne sont pas des lettres, donc des points d'interrogation, des astérix, des points d'exclamation, des parenthèses. Dès qu'il y a un caractère irrégulier, les serveurs peuvent l'interpréter comme étant courriel à ce moment-là. Parce que vous savez, quand vous recevez des fois des courriels, là, ça dit « Vous avez gagné telle affaire », puis là, c'est plein de points d'interrogation, des affaires comme ça. Il a passé, parce que si vous l'avez eu, il a passé, mais en principe, ce genre de caractère-là a tendance à être arrêté avant que ça se rende. Bon, le développement des questions, c'est très flexible sur le look, sur les options de réponse, sur le type de média. Donc, vous pouvez utiliser à peu près ce que vous voulez. Donc, le choix des questions, on a vu tantôt différents choix. Vous pouvez avoir une seule réponse, plusieurs réponses, forcer des réponses, permettre aux gens de répondre ou de ne pas répondre. Ça, c'est important. L'ordre des questions, je l'ai dit tantôt, on a tendance à utiliser un ordre précis, mais dans certains devis, ça pourrait être intéressant d'avoir un ordre aléatoire, comme j'ai dit tantôt. Donc, mais encore là, les questions que les choix que vous faites, il
faut pas oublier que c'est une recherche et que vous devez justifier vos choix. Donc, si je choisis de prendre des questions aléatoires, il faut que je justifie dans ma méthodologie aussi. On parle de l'apparence des questions. De plus en plus, il y a des études à savoir quelle couleur qui m'attire le plus quand je vois un questionnaire, quelle grosseur de caractère je dois utiliser, quel type de caractère je dois utiliser, de l'Arial, du Time, du Stencil, etc. Donc, il y a des études actuellement qui s'intéressent de plus en plus sur qu'est-ce qui va attirer l'œil, vas-tu être plus porté à répondre à un questionnaire écrit en Time versus en Arial. Donc, il y a des études qui commencent à regarder ces éléments-là aussi qu'il faut tenir compte. Jusqu'à date, on vous dit par exemple de tenir compte d'un caractère quand même lisible. Souvent, on va vous suggérer l'Arial. Donc, du 11 point du 12 pour faciliter la lecture. Excusez-moi, non, c'est long tellement. Donc, l'aspect visuel du questionnaire, on en a parlé tout à l'heure. Les guides de navigation, vous l'avez vu tantôt, le petit guide, il y a une barre de 0 à 100% qui nous dit où est-ce que j'en suis rendu. Important de l'avoir. Puis dans les logiciels que vous utilisez, vous pouvez choisir de le mettre où vous voulez, cette barre-là. Je veux-tu l'avoir à gauche, à haut, en bas, à droite? Puis encore là, il y a des études qui s'intéressent à savoir où je devrais placer ces éléments d'information-là au lecteur et qui est le plus susceptible d'aider la personne. Combien de questions je mets par page? On a parlé tantôt dans le premier conférencier, combien la longueur du questionnaire. Y a-t-il une longueur précise? Encore là, il faut faire attention. Hein, ça dépend beaucoup du sujet d'étude, de ce qu'on va étudier, de ce qu'on va décider pour décider de la longueur, mais on va décider ça au niveau méthodologique, on va en tenir compte à ce niveau-là. Mais c'est certain, si j'ai un questionnaire qui prend 1 heure à répondre en ligne, puis c'est envoyé à dépend qui, il peut y avoir des taux de réponse un petit peu plus faibles à ce moment-là. Donc, le nombre de questions par page aussi peut influencer. Donc, je mets 10 questions par page ou une question par page. Je peux faire ce que je veux, je peux le mettre comme je veux. Mais soyez, c'est que ce soit attrayant visuellement. Souvent, de ne pas trop utiliser les barres de côté. Des fois, il y a des gens qui peuvent avoir, ça dépend à qui vous adressez, peuvent avoir de la difficulté à naviguer avec un ordinateur. Donc, si vous mettez toutes vos questions une à la suite de l'autre, peut être très difficile. Mais ça peut être irritant aussi d'avoir une question par page aussi. Donc, on essaie de doser ça le plus possible. Je l'ai déjà eu, un questionnaire, répondre, j'avais une question par page, puis ils vont me dire, je n'étais pas trop patient. Puis trop non plus, c'est pas mieux. Donc, dites-vous une chose, on perd énormément nos repères dans un questionnaire en ligne. Donc, c'est important de situer la personne où ce qu'elle en est rendue. Je vous dirais les questions filtres aussi. Les questions filtres, il y a un élément de... On suggère même de ne pas mettre de numéro de questions. Quand on a souvent des sauts de questions à un autre. Pourquoi? Dans un questionnaire papier, si j'ai une question filtre qui me dit « Voilà la question 10 », c'est facile. Je sais où est-ce que je suis rendu. En informatique, si je clique sur mon élément « Oui », puis il m'envoie la question 10, je vais dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec les questions avant? » Je peux me poser la question, puis je peux être tenter d'essayer de comprendre le saut. Je ne pourrais pas m'en rendre compte et continuer à répondre aux questions, mais il y a ça pourrait susciter, dans le fond, chez la personne de dire, ben les 7 questions qu'il y avait entre ça, où est-ce qu'ils sont rendus? Et penser à ce moment-là qu'elle n'y a pas répondu. Donc, il y en a qui vont suggérer de ne pas mettre de numéro de question.